Courage, il ne reste que 2 semaines de campagne électorale pour ces élections fédérales de 2021. Alors donc, à l'heure où on se parle, dimanche le 5 septembre 2021, il ne reste que 14 jours. Alors donc, 14 jours pour se décider si on est indécis. Et bien sûr, pour les chefs, c'est de convaincre l'électorat et tout ça. Et puis, si je vous parle en ce dimanche, c'est que la semaine qui s'en vient de cette avant-dernière semaine de campagne électorale va être très chargée. Alors donc, retenez les dates et tout ça. Le 8 septembre, c'est le deuxième débat francophone qui est organisé par la commission des débats des chefs, qui va être animée par Patrice Roy, Noémie Mercier, et diffusé sur les ondes de ici Radio-Canada Télé à 20h. Et tout ça. Alors donc, juste regarder le débat des chefs et pas juste à la télévision. Aussi sur le web, ça va être diffusé sur toutes les plateformes. Et évidemment, on espère que ça va vous donner une petite idée de qui que vous allez choisir et de tout ça, parce que le lendemain de ce débat-là, c'est un peu une période entre deux guerres, puisque le 9, c'est un peu disons-le, euh, le dernier mot pour certains et certaines, puisque du 10 au 13, c'est le vote par anticipation. Et vraiment, les bureaux vont être ouverts de 9h à 21h. Et petite note, et pour tout cela, avis à tout cela aux tout premiers qui écoutent, les tout premiers, les nouveaux, disons-le, les nouveaux électeurs et tout ça, qui ont dépassé 18 ans. Il faut être réellement patient parce que le vote par anticipation, c'est populaire. Et évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre de ce billet, on va parler d'enjeux. Et bien sûr, ces enjeux qui sont très importants. Et si vous n'avez pas suivi la campagne électorale, eh bien, tant mieux. Je vais vous faire l'analyse au total 4 enjeux qui sont très importants pour non seulement cette année, mais aussi pour peut-être le futur à venir. Alors donc, le premier enjeu qu'on va parler, c'est de la COVID-19. Et oui, je le sais, la COVID-19, ça nous tape un peu sur les nerfs, mais évidemment, non seulement les gens sont tannés d'en parler, mais aussi, c'est un peu un malaise, cet enjeu-là, puisque on politise une pandémie. Et puis, vraiment, on ne le sait pas, parce que vous le savez, pendant la campagne électorale, Justin Trudeau a prononcé la vaccination obligatoire. Mais au fil des jours, il a été au compte-gouttes, on pourrait dire. Au niveau de les employés fédéraux et tout ça, qu'est-ce qui va arriver à eux et tout ça. Et au gros final, suspendu sans solde. Et évidemment,
Malgré cela, les employés fédéraux, les syndicats se sont rapidement ont rapidement rattrapé, pas rattrapé, mais averti le, le chef fédéral Justin Trudeau, qui est toujours premier ministre actuellement, que les tests PCR, c'était une alternative qui marchait très bien. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ces syndicats. Il faut ne pas forcer des employés. Et évidemment, c'est la question parce que plusieurs employeurs aussi vont songer à demander la vaccination obligatoire. Et puis vraiment, si vous êtes un peu contre, vous n'êtes pas vacciné contre le vaccin, évidemment, allez, disons-le, dans les lois qui sont un peu dans votre... qui varient selon la province ou le territoire, parce que vraiment, c'est un enjeu, une patate réellement chaude, cette vaccination obligatoire. Autre malaise, évidemment, non seulement on a la vaccination obligatoire, mais le Parti fédéral veut créer un fonds d'1 milliard de dollars pour aider les provinces à implanter un passeport vaccinal. Bon, réellement, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va... Est-ce que ce fonds va être vraiment utile pour, disons-le, forcer les provinces? Bon, ça peut être une bonne idée, tout ça, si la province ou le territoire est à court d'argent pour financer son passeport vaccinal, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi un fonds de même? Et bon, bref. De toute façon, je resterai pas trop dans la COVID et tout ça, mais d'ailleurs, c'est vraiment aussi le bilan de comment un référendum un peu de cet enjeu-là pour Justin Trudeau, qui, comme vous le dites, comme je vous l'ai dit, premier ministre, toujours actuel, et on voit que Justin Trudeau essaye de faire le bon exemple et tout ça, et que les chefs essayent de convaincre que oui, mon parti est vacciné, moi je suis vacciné. Bref, on voit un peu que cette, vaccination obligatoire, en effet, a plus enflammé les médias qu'autre chose. Mais il faut savoir que, évidemment, Justin Trudeau ne dit pas, et évidemment, les médias ne font pas, disons-le, réhanter le règne de Trudeau durant la COVID-19 et tout ça. Parce qu'il faut savoir, au printemps 2020, lui et sa famille sont allés au chalet et tout ça pendant que tout le monde était en confinement. Même nous, les gens qui ne sont pas Justin Trudeau n'ont pas pu aller à leur chalet. Ça l'avait fait les manchettes et tout ça. Et malgré des petites excuses et tout ça, les médias ont décidé de jouer, les muets et de faire comme si rien n'était. Justin Trudeau, en fait, était un excellent exemple. Bref, tout ça. Autre erreur que Justin Trudeau ne dit pas, c'est que il fait des bains de foule. Au débarquement de la campagne électorale, bien sûr, les bains de foule, ça rime également avec la distanciation sociale qui a été, disons-le,
qui s'en venait de plus en plus négligé et tout ça. Et vraiment, d'ailleurs, le Bloc québécois n'organise pas de foule. Le NPD s'est prononcé en disant non. Le Parti conservateur, bon, le studio, ça semble pas très. Ça semble avoir été utile pour une ou deux ou trois semaines de campagne électorale, puis par la suite, on prend l'avion, pas de danger, parce que, bon, comme vous le savez, il y a une quatrième vague qui s'en vient, et bien sûr, la santé, c'est aussi quelque chose en lien avec la COVID-19, ça va être à débattre. Autre, disons-le, enjeu, l'environnement. Alors donc, l'environnement, c'est un enjeu et une préoccupation numéro 1 pour les Canadiens. Ça a été prouvé statistiquement à l'aide de la boussole électorale de Radio-Canada. Et bien sûr, on ne peut pas oublier de qu'est-ce qu'on a vécu en 2021. Donc, un printemps anormalement chaud, des canicules, dont le dôme de chaleur qui a été observé en Colombie-Britannique, dans les prairies et également un peu dans le nord canadien. Bien sûr, ces canicules ont quasiment généré des feux de forêt, réellement donné des missions à ces feux de forêt gigantesques qui ont été très coûteux. Il y a des villages qui sont quasiment calcinés et tout ça. C'était horrible à voir dans les médias. Mais aussi, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que les territoires précisément le Yukon et les territoires du Nord-Ouest ont vécu des inondations et puis bon bref, celles du Yukon ont été nommées comme ont atteint le record historique de 2007 et tout ça. Et bon, même si les partis nous proposent un plan vert et tout ça, réellement, les écologistes ou encore les citoyens qui sont victimes qui ont été victimes de ces intempéries de mère nature vont devoir également, le vote va devoir se prononcer sur qui a le meilleur plan vert et tout ça. Et malheureusement, il y a des failles réellement respectives dans les partis. Alors, on peut commencer par le Parti libéral de Justin Trudeau. Le pipeline Trans Mountain. Alors donc, une arme redoutable pour dire à quel point que les promesses environnementales ont été disons-le, négligées, particulièrement en Colombie-Britannique et tout ça. Il faut savoir que en 2015, Justin Trudeau s'est prononcé en disant non, il n'y aura pas de pipeline. Et surprise, non seulement il y a le pipeline Trans Mountain, mais c'est un pipeline qui a été payé par notre argent. Alors donc, réellement, pas trop sûr que réellement ce sont les gens de la Colombie-Britannique réellement où le vote dans cette catégorie-là va être réellement à entendre et tout ça. Le Parti conservateur et Erin O'Toole, bon, la majorité de son parti, on le sait, ne reconnaît pas les changements climatiques, surtout qu'on a une candidate conservatrice qui a tenu des propos dans une vidéo, des propos
conspirationniste dans une vidéo YouTube où elle disait que les libéraux vont faire un confinement climatique, il va y avoir un agenda socialiste dessus au nom de la lutte des changements climatiques. Bon, on voit que c'est un peu exagéré, mais néanmoins que le Parti conservateur ne devrait pas trop, disons-le, se prononcer sur l'environnement. Et pourquoi? Parce que ce sont l'Alberta qui, bon, vote beaucoup conservateur, c'est beaucoup conservateur dans cette province, et il y a le pétrole. Alors donc, réellement, on va pas, disons-le, que c'est réellement ça qu'est-ce qui coince actuellement Erin O'Toole. Et puis bon, le Bloc québécois. Alors donc, on a vu, disons-le, les controverses et les confusions qui ont tourné autour de Yves-François Blanchet. Comme vous le savez, ceux-là qui vivent plus au Québec, Yves-François Blanchet a été ministre de l'Environnement. Et il y a eu une histoire avec le forage, le projet de forage de l'île Anticosti et tout ça. Il s'est présenté pour. Alors donc ça remet un peu en question et tout ça. Le troisième lien qui a dit que ça pourrait être écologiste. Vraiment, il y a des questions et vraiment, on se demande vraiment au prochain débat si le débat du 8 que je parle va plus ça va être plus clarifié. Tout ça. Troisième enjeu, l'économie. Comme vous le savez, en 2020, l'économie a été presque mise à terre par Justin Trudeau, les provinces et territoires. Bon, tout dépend de la situation actuellement dans la province ou le territoire que vous viviez, mais réellement, c'est vraiment le sujet dans la catégorie économie qui va faire beaucoup jaser, également qui va être à faire, c'est le sujet de la PCU ou la prestation canadienne d'urgence et la PCRE qui est la prestation canadienne de relance économique. Comme vous le savez, en 2020, bon, tout le monde ont fait, disons-le, ont demandé leur PCU ou PCUR. Et malheureusement, on s'est rendu compte que, réellement, on dirait que les gens vivaient sur le BS. Et tout ça. Et je le dis haut et fort, le BS. Parce que en été 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez réellement, c'était le moment de faire du tourisme local et tout ça. On n'avait pas le choix, les avions, les destinations à l'étranger, c'est pas trop, disons-le, pas trop sécuritaire, et être au Canada, c'est, disons-le, sécuritaire ou presque. Alors donc, il y a des commerçants et des restaurateurs qui se sont retrouvés absolument débordés et tout ça. Et malgré l'appel dans les médias des commerçants et restaurateurs, le message n'a pas trop été entendu, puisque vraiment, ils ont été restés débordés. Certains, malheureusement, ici on voit aujourd'hui, c'est très difficile le recrutement, surtout dépendant la province ou le territoire où vous vivez, c'est
c'est très difficile actuellement le, le recrutement de nouveaux employés, nouvelles employés. Et personne n'est épargné. Justement, juste pour vous dire un chiffre, c'est 815 800 postes vacants actuellement à travers le Canada. C'est très gros et malheureusement, il faudra trouver des plans, puis évidemment, c'est sûr que ça va passer par le secteur de la construction. Évidemment, on peut pourquoi pas miser sur le logement, le domaine de la construction, je veux dire. On peut miser sur le troisième lien qui va faire, qui va faire des emplois. Le tunnel George Massey à Richmond, en Colombie-Britannique, qui est à remplacer, et ça va faire des emplois. Bien sûr, le train à haute fréquence, ça c'est pour le futur, mais on s'assure il y a des emplois là-dedans. Et évidemment, le logement social. Il faut en parler de ça parce que, évidemment, les promoteurs immobiliers ne le savent pas, mais réellement, il y a des promesses d'emploi et surtout avec la demande et avec les logements qui deviennent de moins en moins abordables, il va y avoir de plus en plus de demandes de construction de logements sociaux dans les grandes villes canadiennes. Et bien sûr, avec cette grande manque de main-d'œuvre et tout ça, il y a toujours cette question-là qui tourne autour et tout ça, et qui n'est jamais inutile et tout ça, si on doit se tourner vers l'immigration et tout ça. Et réellement, ça sera, disons-le, à suivre, ce dossier-là, même après la campagne électorale. Dernier enjeu, les Autochtones. Alors donc, comme vous le savez, les Autochtones, depuis 2020, on vit, disons-le, à une manifestation. Pas seulement dans ce qui est, disons-le, de l'affaire de la justice pour Joyce Echaquan, vous savez, cette Atikamekw qui est décédée au centre de soins de Joliette au Québec. Et bien sûr ce mouvement de Every Child Matter qui est en lien avec cette découverte de sépultures anonymes près des pensionnats autochtones. Et évidemment, ça remet tout en question. Évidemment, il faut que là-dedans, ça bouge, mais il faut se dire un moment de réflexion pour ceux-là qui veulent être progressifs, qu'il faut qu'on fasse un grand remue-ménage du décolonialisme dans le décolonialisme du Canada. Il faut penser que ce n'est pas toutes les communautés autochtones qui sont sur la même vitesse. Il y en a qui sont à vitesse grand V, il y en a qui sont à vitesse petit v. Bref. Et bien sûr, au niveau de cet enjeu-là, c'est bien sûr de qu'est-ce qu'on va faire de cette loi sur les Indiens. Parce que, bon, bref, à l'émission spéciale qui a été diffusée sur ici Radio-Canada Télé, Saint-Chef, une élection, le sujet a été abordé, mais
on en sait très peu. On sait très peu et on sent que dans le débat qui s'en vient, le 8 septembre, ça va bouger. On va entendre peut-être plus de détails. Mais évidemment, il reste juste à savoir qui est pour l'application des droits des peuples autochtones promulgués par l'ONU. Et bien sûr, qu'est-ce que les partis ont à offrir pour modifier la loi sur les Indiens, remplacer la loi sur les Indiens. Parce qu'il faut savoir que la loi sur les Indiens, c'est quelque chose de très complexe et tout ça. Alors donc, vraiment, si vous voulez vous enseigner sur la loi sur les Indiens, vraiment, tapez sur Internet et allez vous informer, c'est réellement quelque chose de très complexe. Autre et dernière chose, si vos préoccupations sont plus au niveau des communautés autochtones, c'est l'accès à l'eau, évidemment. Tout ça parce qu'il faut savoir qu'il y a des communautés autochtones récemment. Au téléjournal de 22h hier, il y a une communauté autochtone qui a alerté en Ontario, une communauté autochtone qui a alerté les médias et tout ça, et qui vit malheureusement encore sur l'eau potable en bouteille et tout ça. Et évidemment, c'est un enjeu qui est pas seulement d'urgence, mais qui est sanitaire et tout ça. La santé des Autochtones, ça passe par l'eau potable. Et malheureusement, malgré les avertissements faits dans la campagne électorale de 2015, cette communauté autochtone en question de l'Ontario qui a fait les manchettes, on voit qu'il n'y a eu aucun changement, évidemment. Et évidemment, on voit que ça traîne de la patte, cet enjeu des Autochtones. Et malheureusement, dans le futur, il faudra s'y mettre, faudra accélérer. Parce que réellement, on sent que c'est ça qui pourrait augmenter la réconciliation des peuples autochtones, évidemment. Alors donc, c'est un peu tout. Si dimanche prochain, évidemment, on va parler évidemment de quelque chose de très attirant. On va parler de géographie, mais en même temps d'élections fédérales parce que on va parler, disons-le, des quelle circonscription à surveiller, quel endroit, évidemment, où ça pourrait bouger. Et on va parler de toute cette campagne électorale en même temps, évidemment. Alors donc, je vous dis à dimanche prochain